Je suis Damien de la FSFP. Aujourd'hui, nous sommes à la gare centrale de Zurich pour découvrir qui est la police des transports et quelles sont ses missions. Bonjour, je suis Damien. Bonjour, je suis Ueli. Bonjour. Avant, je pensais toujours, quand je vous voyais ou quand je voyais la police des transports à la gare, que vous n'étiez pas de la police. Je n'en étais pas conscient. J'ai toujours pensé que c'était un service de sécurité des CFF, armés ou non. Si vous deviez répondre en 2 phrases qui vous êtes à la police des transports et ce que vous faites, comment le feriez-vous? Alors, nous avons une formation de police. En conséquence, je suis policier, maître chien et aussi en formation pour les chiens. Oui, d'accord, exactement. Donc, c'est en fait une formation de police régulière que vous suivez. Ce n'est pas quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Non, nous faisons l'école de police comme tout autre policier et nous avons ensuite le certificat fédéral de capacité. Et cela se passe dans une école de police cantonale ou est-ce aussi au CFF, directement à la police des transports? Comment cela se passe-t-il? Oui, exactement. Soit tu le fais avec un canton, soit avec la police des transports qui a son propre corps. Donc, je peux vraiment aussi, après le professeur, je suppose qu'il y a un certain âge et un diplôme qu'il faut avoir, un certificat d'apprentissage. Ensuite, je peux postuler à la police des transports et suivre la formation là-bas en tant que policier. Exactement. Nous sommes exactement dans toutes les mêmes écoles de police. Les écoles de police sont intercantonales. Et ensuite, tu peux descendre de la police cantonale ou de la police des transports ou de la police municipale ou de la police fédérale. C'est exactement la même chose. Et la différence est en fait que la police des transports est rattachée au CFF et non à un canton ou à une ville, n'est-ce pas? Exactement. Donc le salaire et le contrat passement par les CFF. Par les CFF, d'accord. Très bien. Bien, alors regardons. Bien, super, bien. Allons une fois dans le hall de la gare, dans le hall transversal. Tout va bien, allons-y. Nous prendrions cela en charge. Alors je serai aussi sur place en tant que femme. Cela convient-il à tout le monde? Répondez. Nous avons reçu une mission pour les voies 43, 44. Ce serait une fois de retour. C'est dans la zone de la gare souterraine, compris. Récréation, photo de la carte d'identité est apparue. Pour nous, c'est réglé, je suis à nouveau libre. La réponse est C'est réglé? Oui, d'accord. Pourquoi est-ce réglé? c'était une personne qui ne voulait pas s'identifier, mais elle a ensuite décidé de le faire, c'est ça. De donner son identité, d'accord. Sinon, cela aurait en fait nécessité l'intervention de la police pour obtenir l'identité. Et qui était celui qui vous a contacté? Était-ce un contrôleur qui a dit qu'il n'obtenait pas de données, ça? Ou qui était-ce? Donc, appelez chez nous au centre de commandement de la TBO 0177. C'est l'un des services de contact, donc du personnel du train, il faut dire, du personnel du train. Et ensuite, via notre centre de commandement, qui se trouve à Olten et Berne, nous sommes alors appelés. Donc, je demande alors, avons-nous une patrouille libre à la gare? À Zurich, comme c'est une gare très fréquentée, il y a en fait toujours, ou la plupart du temps, une patrouille sur place. Comment cela se passe-t-il maintenant si je dis quelque part à la campagne, à la gare, il y a quelque chose et ils appellent de là, est-ce qu'on se déplace là-bas? Non. Donc, il faut toujours voir la proportionnalité, si bien sûr maintenant quelque part, disons par exemple la gare d'Uster, alors il y a aussi la réflexion, combien de temps avons-nous jusqu'à ce que nous soyons à Uster? Ou est-ce que cela a plus de sens d'appeler la police cantonale, qui est aussi très bien représentée à Uster? Ou directement la police cantonale, qui est également généralement plus proche que nous. Quand vient la police municipale? Quand venez-vous? Y a-t-il une limite? Donc une fois par zone, bien sûr. Nous, de la police des transports, sommes par zone, oui, un peu plus restreint, je dirais. Nous sommes vraiment, pour tout ce qui est ferroviaire, c'est notre zone. Donc toute l'infrastructure critique aussi. Et il y a quand même encore relativement beaucoup de voies et de gares. Donc nous avons aussi un très grand secteur d'intervention où nous pouvons réagir et intervenir. Comment cela se passe-t-il avec les trams et ainsi de suite à Zurich? Est-ce que c'est aussi vous ou est-ce que c'est la police municipale? Parce que ce n'est pas les CFF parfois, n'est-ce pas? La zone des trams est la VBZ et c'est une zone municipale.
Mais finalement, comme je le dis toujours, ça, quand tu es devenu policier ou policière, si tu vois quelque chose où tu remarques et ça concerne la vie ou la mort ou autre chose, alors tu interviens. Que ce soit 1 mètre en dehors de ta zone ou 2, parce que tu soutiens. Et nous avons ici à Zurich une très bonne collaboration avec la police cantonale, la police municipale, avec les autres polices ici, donc aussi les politiciens municipaux bien sûr. Tout cela passerait toujours par nos centres de commandement. D'accord, tout cela passe toujours par le centre de commandement et ils coordonnent cela. Donc ils transmettent aussi cela à la police municipale et à la police cantonale. Exactement, parce qu'ils remarquent maintenant s'ils voient quelque chose à la gare d'Uster ou autre, et ensuite ils regardent qui est disponible. Et si nous disons, nous mettons du temps à arriver là-bas, alors ils appellent la police cantonale ou une autre police sur place. Les citoyens veulent vraiment une police de sécurité, donc cela signifie pour la première intervention. Tu viens de le dire, mais mais qu'est-ce que cela signifie, police de sécurité? Qu'est-ce que cela englobe? Tu as dit première intervention ou pas, ou déjà? Exactement, la première intervention. Donc nous sommes vraiment ceux qui patrouillent, nous sommes proches de la population. Nous intervenons directement là où il y a des tâches administratives ou des enquêtes à mener. Donc nous ne pouvons pas enquêter. Il nous manque simplement le temps et la capacité. Cela ne fonctionne pas. Également en termes de personnel, bien sûr. Cela représenterait un effort disproportionné. Est-ce peut-être aussi une raison pour laquelle vous avez tous les deux dit que vous vouliez rejoindre la police des transports? Pas que vous deviez écrire moins, mais parce que c'est un peu différent de la police municipale ou cantonale. Est-ce que c'était un peu un point pour vous? Eh bien, j'aime le travail de terrain. J'aime être sur le terrain, au contact des gens tous les jours. Dehors. J'apprécie les différents lieux de travail où l'on se déplace. Oui. On est directement et proche des gens. Oui. Et c'est ce qui fait la différence, je crois, oui. D'accord. Mais quelqu'un qui cherche un travail de bureau du lundi au vendredi n'est pas vraiment au bon endroit, je dirais. D'accord. Et c'est une décision consciente. C'est certainement une décision consciente d'aller à la police des transports. Mais avez-vous tous les deux dit, oui, nous voulons explicitement rejoindre la police des transports, ou quand vous avez commencé, c'était juste, je veux devenir policier? Pour ma part, j'ai été 12 ans dans une police cantonale. J'ai pris cette décision de changement en toute conscience. Dans un nouvel environnement, aussi quelque chose de différent, d'autres domaines intéressants. Oui. Être aussi quotidiennement avec le chien, avoir toujours le chien avec soi. Oui. Et c'est pourquoi c'était une décision consciente pour moi. Vous avez aussi d'autres startups. Oui, donc j'ai aussi fait ma formation différemment. Aussi dans la police cantonale en fait, et je suis ensuite retournée dans le secteur privé et après environ 4 ans, j'ai pensé, mince, c'est un peu ennuyeux. Donc un travail de bureau quoi. Et j'ai alors pensé, oui, j'aimerais en fait être à nouveau à la police sur le terrain et à la police des transports. Mais tu es proche des gens, tu es dans l'action. Je trouve cela toujours agréable à la gare. Tu n'es pas toujours le méchant quand tu es là et que tu arrives sur place, mais tu peux aussi beaucoup aider. Donc, tu es vraiment là, oui, comme dans d'autres corps de police, selon la taille et selon le département où tu es là pour tout. Parfois, cela peut être, oui, je ne suis pas un panneau d'information, mais oui. Oui. Et je trouve cela encore, oui, c'est déjà agréable. Tu as aussi ta variété. Oui, c'est certainement intéressant. Comment est-ce avec le respect? Comment le voyez-vous? Est-ce que c'est peut-être même mieux à la gare que dans d'autres endroits? Tu as dit, justement, parce que vous pouvez beaucoup aider. Avez-vous l'impression que vous recevez plus de gratitude et de respect que peut-être dans une police cantonale ou municipale? Ou est-ce pareil? Donc, ma réponse serait la même. Oui. Et que généralement, bien sûr, le respect envers la police ou les forces de police en uniforme a diminué parce que la barrière psychologique était probablement un peu plus basse pour beaucoup de jeunes. Ou bien quand les gens, surtout maintenant, quand il fait à nouveau chaud, que l'été arrive, que le taux d'alcool monte. Et c'est pourquoi je pense que nous partageons tous, policiers et policières partout, pas seulement en Suisse, mais aussi si on regarde en Allemagne, c'est exactement la même chose. La même souffrance, en fait, si on le formule ainsi. D'accord. Ce qui est bien maintenant, je trouve, c'est que parce que tu es beaucoup et visiblement sur le terrain, les gens te parlent et te disent « merci d'être là ». D'accord, oui. C'est une de mes expériences que dans une voiture de police, quand tu roules dans la rue, tu entends moins directement. Bon, et il y a parfois encore des gens qui disent « merci d'être là, merci de faire cela ». C'est bien, oui. On continue? Oui, c'est bon. Nous devrions rapidement nous rendre à la permanence, rue Banner. Cela signifie que nous montons rapidement et descendons tout droit. Les collègues ont là-bas un grand groupe de personnes qu'ils aimeraient contrôler. D'accord. Et là, nous serions parfaits pour vous avec les chiens. Très bien.
Vous venez de recevoir le message radio qu'il y a un grand groupe à la gare. Pourquoi avez-vous dû intervenir là-bas? Exactement, nous avons reçu le message radio des collègues. Ils étaient 2, voulaient contrôler le groupe. Il y avait 6 personnes. Et c'était aussi un peu exposé, c'était directement sur la route. Et à cause de cela, nous sommes allés soutenir, juste pour être un peu plus nombreux aussi, pour clarifier. Ensuite, on peut fouiller tranquillement, vérifier rapidement les défauts, si quelqu'un a un couteau ou d'autres objets interdits. Et à cause de cela, nous avons soutenu. D'accord, donc c'était simplement un contrôle d'identité. Tout le monde a montré ses papiers et ensuite vous êtes reparti ou d'accord? Très bien. Comment ça se passe avec la surveillance à la gare? Vous avez aussi des caméras, je suppose, auxquelles vous pouvez accéder, non? Exactement. Nous avons des caméras dans les gares ainsi que dans les trains, selon le type de train. Il y a donc des caméras. Et elles sont bien sûr enregistrées en tenant compte de la protection des données. Et nous, de la FSFP, avons la possibilité, selon l'endroit où nous nous trouvons, donc nous devons vraiment être à un endroit fixe, à l'ordinateur. Nous pouvons aussi voir dans quelle gare quelque chose s'est passé, si cela s'est produit directement. Ou par exemple, si un UT, c'est-à-dire un auteur inconnu, a peut-être agi dans la gare ou a pris un train quelque part, nous pouvons le vérifier via notre système. Vous y accédez et regardez le matériel, puis vous pouvez peut-être l'envoyer dans des appels correspondants. Si un appel, par exemple, a besoin de matériel d'une gare, si quelque chose s'est passé, ils peuvent aussi vous demander et vous coordonner cela. Exactement. Alors, ils ne peuvent pas me contacter directement, par exemple. Ce serait un peu officieux. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils doivent le demander via un formulaire s'ils veulent vraiment obtenir les images des caméras ou des vidéos. Et ensuite, cela est externalisé par la police des transports, par exemple pour un train. Les caméras sont souvent retirées et ensuite d'autres collègues policiers ou forces de police peuvent les consulter. D'accord. Maintenant, vous avez un chien avec vous. Quel type de chien est-ce? Je suppose qu'il a aussi une formation spéciale, non? C'est exact, oui. C'est un chien de protection, combiné avec un chien détecteur de stupéfiants. C'est-à-dire qu'il est formé dans le domaine de la protection et aussi pour la recherche de drogue. Oui, donc il a explicitement ces 2 formations en ce sens. Ce n'est pas une seule formation, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ce sont en fait 2 formations séparées, 2 domaines d'intervention séparés en ce sens. Oui, d'accord. Et est-ce que c'est encore souvent le cas? Ou a-t-on plutôt un chien uniquement dans ce domaine et uniquement dans cet autre domaine? Est-ce fréquent d'avoir un chien combiné, comme tu l'as dit? Donc, à la police des transports, c'est fondamentalement ainsi que nous combinons le chien de protection avec le chien détecteur de stupéfiants. Oui. Exactement. Et nous avons aussi l'autre domaine où les chiens sont des chiens détecteurs d'explosifs et travaillent dans ce domaine d'intervention. Maintenant, tu as dit que c'est un chien de protection. Que signifie chien de protection? Je suppose qu'un chien de protection protège, mais à quoi cela ressemble-t-il exactement? Un chien de protection peut être utilisé dans différents domaines. C'est la recherche de personnes. Donc nous avons la recherche de personnes, nous avons la recherche d'objets et ensuite tout le travail de défense, disons, où le chien devrait nous défendre dans le pire des cas, protéger. D'accord. Et comment peut-on imaginer cela? Le chien est-il uniquement attaché à toi? Ou une autre personne pourrait-elle aussi diriger le chien et lui donner des ordres? Est-ce que cela fonctionnerait? Non, dans la plupart des cas, c'est le maître chien qui dirige le chien et le chien est principalement attaché à son propriétaire. D'accord. Donc une tierce personne qui aurait peut-être entendu son nom ne pourrait pas l'appeler ou lui donner un ordre. Cela ne fonctionnerait pas? Non, au pire, une tierce personne pourrait simplement le distraire pour qu'il porte son attention ailleurs. Si je constatais cela, je le signalerais en conséquence et tout rentrerait dans l'ordre. D'accord. Et tu as dit que tu es maître chien. Donc toi et le chien avez suivi une formation spéciale pour les chiens, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Lorsque tu formes le chien, en tant que propriétaire ou maître chien, tu apprends toujours quelque chose de nouveau. Nous faisons aussi des entraînements séparés en conséquence, où l'on forme les maîtres chiens, comment gérer telle ou telle situation, comment je dois le gérer au mieux, quel équipement je dois avoir. Ce sont ces pointes-là. Donc c'est en quelque sorte un 2 en 1, car le chien suit la formation et tu la suis en fait avec lui en même temps, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce aussi une formation que la police des transports propose elle-même ou est-ce que c'est à un endroit externe? Non, nous devrions le faire nous-mêmes. Donc, on fait l'école de police normalement. On est ensuite sur le terrain, on s'intéresse peut-être à la conduite de chiens professionnellement. Et ensuite, c'est ainsi que nous acquérons nous-mêmes les chiens et que nous les formons nous-mêmes. Exactement.
D'accord. Donc c'est aussi ton chien personnel que tu emmènes depuis qu'il est petit, n'est-ce pas? C'est exact, oui, exactement. Et c'est aussi pour le chien, nous le possédons, un domaine d'activité assez exigeant. Nous sommes au milieu des gens, d'autres personnes, d'autres chiens, des trains. Le chien doit apprendre beaucoup et doit aussi apporter quelque chose pour qu'il puisse fonctionner dans ce domaine, ce champ. Exactement, oui. Le chien n'est pas une machine. Est-ce qu'il se fatigue aussi et doit-il retourner après un certain temps d'intervention? Ou comment peut-on imaginer cela? Oui, donc il ne se fatigue jamais vraiment. On le voit bien? Non, c'est ainsi que je fais consciemment des pauses pour le chien, pour qu'il puisse boire. Peut-être aussi sortir sur une pelouse, pour qu'il puisse se reposer en conséquence. Exactement. Parce que ce n'est pas tout à fait dans la nature du chien d'être en mouvement permanent pendant 8 heures. Mais c'est en ce sens, comme je l'ai dit, c'est ton chien personnel. Tu connais très bien le chien. Vous vous êtes adaptés l'un à l'autre. Tu fais ça à ta discrétion et il n'y a pas de temps précis où l'on dit qu'il peut travailler 3 heures et ensuite doit faire 3 heures de pause. Non, par exemple, dans le travail de recherche, quand on travaille effectivement, disons, environ 20 minutes, il a besoin d'une pause. Mais maintenant, en patrouille, c'est assez individuel, cela dépend aussi un peu des influences extérieures. Maintenant, nous avons des températures relativement agréables. En été, quand il fait plus chaud, je dois veiller à lui mettre des chaussures à l'ombre ou lui donner à boire plus souvent. Mettre des chaussures au chien? Ouais, nous avons aussi ça. Y a-t-il des chaussures spéciales qui peuvent, pour que le sol, donc si le sol est chaud ou... Oui, c'est surtout si le sol a des éclats de verre ou présente un danger de blessure pour le chien. Ou le chien dans le travail de recherche, s'il se lève, se gratte quelque chose. On peut aussi lui mettre des chaussures. Ah, d'accord. Y a-t-il des gilets spéciaux qui sont résistants aux piqûres ou... Et c'est aussi assez individuel comment on équipe le chien et ce qu'on emporte. Je l'ai gardé assez simple avec un collier d'intervention, une laisse qui a un tuyau supplémentaire pour moi. Avec la muselière, s'il y a beaucoup de monde ou si ça devient agité. Et justement, avec les chaussures que j'emporte, que je peux lui mettre exactement. D'accord. C'est un peu ça. Et puis j'ai aussi un jouet et des friandises pour entre-temps. Tu as dit tout à l'heure que les chiens de recherche travaillent 20 minutes d'affilée. Je suppose que c'est un travail beaucoup plus intense de suivre une piste que de patrouiller avec toi ici. Est-ce le cas? C'est exact, oui. La piste, c'est une chose, mais par exemple, dans la recherche de drogue, il faut aussi pouvoir observer un peu le chien, voir comment il travaille encore bien. Si nous faisons trop longtemps, il peut ne plus avoir envie et le travail ne sera plus aussi fiable que je le souhaiterais. Exactement. Y a-t-il un chien par drogue? Ou tous les chiens peuvent-ils tout renifler si on leur montre? Comment ça se passe? En fait, c'est un chien et on lui montre les différentes drogues, celles que nous connaissons, les mélanges. Exactement. Et cela en différentes quantités, donc de petites quantités à de plus grandes quantités. D'accord. Et les gens? Peut-il aussi chercher des gens ou serait-ce un autre chien? Non, nous faisons cela aussi, que nous formons également. Oui. Au début, nous travaillons avec des pistes, c'est une blessure au sol. Et ensuite, avec la recherche d'odeurs individuelles. Chaque personne a une odeur propre, et cela selon l'aptitude et l'engagement du chien et du maître chien. Cela est également formé, oui. D'accord. Bonjour, veuillez retirer vos pieds de la chaise. Merci. Nous venons de traverser le train. Faites-vous cela régulièrement ou seulement de manière aléatoire? Pourquoi faites-vous cela? Nous effectuons des contrôles dans le train car c'est une de nos missions. En tant que police des transports, nous avons la possibilité de prendre un train pour aller dans un autre canton. Et lorsque l'occasion se présente ou que cela a du sens, par exemple en raison de personnes en état d'ébriété ou de personnes suspectes, nous procédons à ces contrôles. D'accord. Et j'ai vu que tu as mis une muselière au chien dans le train. Quelle en est la raison? Principalement parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le train. De plus, nous sommes 2, donc s'il y a un problème, je peux aider avec le chien. Cependant, cela dépend beaucoup de la situation et du nombre de personnes avec lesquelles on voyage. En principe, c'est le maître chien qui décide lui-même quand cela a du sens.
Et j'ai vu que tu portes une caméra corporelle. Quelle en est la raison? Comment cela fonctionne-t-il? La caméra est-elle toujours en marche? La caméra dispose d'une mémoire circulaire. L'enregistrement avec le son ne commence que lorsque j'appuie sur le bouton ici. D'accord. Donc la caméra fonctionne en quelque sorte en avance et lorsque tu appuies, elle a enregistré rétroactivement? Exactement. Mais cela peut toujours être réglé individuellement. Cela dépend toujours du modèle. Mais nous prévenons toujours, donc quand nous allumons la caméra corporelle, nous informons que l'enregistrement commence, image et son, puis j'appuie 2 fois dessus et un sifflement fort retentit. Et alors, on sait qu'elle fonctionne. Donc, vous nous filmez, nous vous filmons maintenant. Et quand c'est terminé, l'enregistrement est terminé ou l'intervention est terminée, je peux rester dessus plus longtemps. Dès qu'elle est sur la station de charge, il y a une mise à jour et ensuite, pendant un certain temps, en tenant compte de la protection des données, elle est également sur le serveur. D'accord. Et je pense que cela peut aussi être utile pour votre protection. Exactement. Ce que je trouve cool, c'est que le simple fait de mentionner la caméra corporelle a souvent un effet préventif. Pas toujours, mais souvent. Et l'avantage est que l'on peut retracer tout le déroulement d'un contrôle. Y a-t-il déjà eu des gens où cela a été remarqué négativement, qui ont dit qu'ils voulaient être filmés ou qui l'ont mentionné spécifiquement? As-tu déjà eu des expériences? Oui, en fait, pour moi déjà, quelqu'un a dit « Oui, c'est vraiment stupide, il laisse filmer tout le temps maintenant. Oui, elle enregistre, mais elle ne sauvegarde rien pour toi. » Donc, c'est comme si vous vouliez maintenant que j'enregistre. Donc, on peut aussi dire « Je veux qu'elle enregistre ça. » D'accord. Et ensuite, nous pouvons aussi déclencher cela. Bien qu'il y ait un contrôle, par exemple. Mais la personne ne peut pas dire « Tu ne m'enregistres pas, éteins-le ». Ça ne marche pas. Alors, je demanderai d'abord quelle en serait la raison. D'accord. Donc, si on n'a rien à cacher ou autre, si on se comporte normalement, il n'y a pas de problème. Alors, ce n'est en fait pas un sujet. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de nous avoir permis de venir et pour votre service que vous rendez chaque jour pour nous. Merci. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, écrivez un commentaire sur ce que vous voulez voir ensuite et abonnez-vous à la chaîne.